Harper. But they're not going to. Knicks is back. Throws it downfield. Caught. Touchdown, Williams! Salut à tous et bienvenue pour ce grand retour du podcast Ball, un 138e numéro qui va se projeter sur la saison 2021 de College Football qui nous attend. Et avant les previews par conférence qu'on vous réserve à l'oral comme à l'écrit, on va comme chaque année dévoiler le top 25 de la rédaction. Quel programme a manqué le cut? Quelle conférence est la plus représentée? Qui sera l'épouvantail de l'exercice à venir? Toutes ces questions avec le fondateur du site The Blue Pennant, Morgan Lagré. Salut Morgan. Salut Greg, bonjour à tous. Tellement content qu'on se retrouve tous pour se lancer dans cette saison 2021. Et puis comme on le fait chaque année, on le dit, ce classement top 25 est le plus attendu même en Amérique du Nord. Donc vraiment, je sens que les gens sont fébriles et très attentifs à ce qu'on va présenter comme top 25. C'est pour ça d'ailleurs qu'on le balance avant la société de presse qui du coup est notre premier auditeur. Tout à fait, et on le dit chaque année, la société de presse attend que nous publions notre classement avant de se lancer dans son propre classement. Tout à fait, et on a hâte en tout cas de découvrir cet exercice 2021 qu'on espère bien sûr synonyme de retour à la normale après cette saison 2020 pour le moins mouvementée. On sait que voilà, la crise sanitaire n'est pas totalement terminée, même si aux États-Unis on a pris beaucoup plus d'avance par rapport aux autres pays, notamment en termes de vaccination. Donc voilà, on espère en tout cas que ça n'occasionnera pas de problèmes particuliers, ce qui nous amène du coup à partir sur ce top 25. Alors je précise d'entrée, on a donné nos 25 noms pour ce classement, ainsi que les 5 principales équipes en embuscade, ceux qui ont manqué le cut pour faire simple. On va donc vous proposer un podcast en 2 parties. Dans cette émission, on s'intéressera donc aux formations qui n'ont pas passé ce fameux cut et aux positions allant de la 25e à la 16e place. Et dans la prochaine émission, on s'intéressera donc au top 15 pour notamment savoir qui est classé numéro 1. On a fait le tour donc Morgan, on a planté le décor, on peut donc désormais s'intéresser donc à ce classement et on va démarrer tout de suite par les équipes notamment qui ont raté le cut, les 5 formations qui n'ont pas été classées dans ce top 25. On commence par une équipe de Mountain West, une équipe qui revient assez souvent, qui est paradoxalement souvent classée ces dernières années. Les Boise State Broncos. Alors donne-nous un petit peu ton avis. Je précise que c'était pas forcément parce que c'est toi qui en parles que c'est toi qui les déjuges. On a encore une fois, ça a été un consensus global de la rédaction. Pas toujours d'ailleurs, on en parlera, on a eu quelques désaccords qui ont fait qu'on a des équipes classées un peu dans le ventre mou alors que pour certains ils étaient très hauts et pour certains très bas, donc c'est assez intéressant. Sûrement à la fin de cette première partie de podcast, j'en suis persuadé. Les Boise State Broncos, du coup, est-ce que toi, à titre personnel, ça t'étonne qu'ils ne soient pas dans le top 25 et du coup, qu'est-ce qu'on peut en attendre concrètement que cette équipe de Boise qui a eu pas mal de changements, notamment au sein de son coaching staff? Coaching staff qui a changé, effectivement, c'est probablement une des raisons qui nous fait avoir certains points d'interrogation sur cette équipe, qui n'est plus vraiment le cas d'or dans la Mountain West. D'ailleurs, on sait qu'on a vécu l'année dernière un basculement un peu du centre de gravité de cette conférence, puisqu'on était davantage... Les champions venaient souvent de la division Mountain. Là, on a vu que la division Ouest est devenue beaucoup plus sérieuse avec San Jose State, Fresno, San Diego State qui est toujours présent. Et Boise State, il y a eu une transition dans le coaching staff. On sait Andy Avalos, donc qui est arrivé, l'ancien linebacker des Broncos, donc ancien joueur de la fac, qui est passé par Oregon en tant que coordinateur défensif, a pris la succession de Brian Hersin, parti à Auburn. Et donc on a une transition. On sait que les transitions en NCAA, ça se passe quand même rarement sans petits accros ou une période de transition, comme on l'a tel qu'on la nomme. Moi, je trouve que ce qui me rend un petit peu inquiet pour cette équipe, c'est une défense qui parfois est assez suspecte. On a encore en mémoire la raclée qu'ils avaient subie contre Brigham Young l'année dernière, 51-17. Et puis je trouve qu'il y a pas vraiment encore de playmaker. Alors, il y a des joueurs comme Shane Irvin, Riley Wimpy, le linebacker, qui sont assez intéressants. Je trouve qu'ils ont un calendrier aussi assez compliqué. Des matchs contre UCF, Oklahoma State,
Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, les équipes de la division Ouest qu'ils vont rencontrer aussi cette année, donc Fresno et San Diego State. Alors j'aime un peu plus la profondeur de l'équipe en attaque. On sait qu'il y a le retour quand même des joueurs comme le quarterback Hank Bachmeier, qui sera d'ailleurs bien secondé par Jack Sears, l'ancien quarterback de USC. On a aussi le running back George Olani. On a aussi probablement celui qui a les meilleures mains de la conférence Mountain, Khalil Shakir, le receveur. Mais de manière générale, je trouve qu'il y a un manque de profondeur, et c'est un programme qui, depuis le Fiesta Bowl 2014 qu'ils avaient remporté face à Arizona, un programme que je trouve a de la peine à retrouver un second souffle, et je vois pas en période de transition avec l'arrivée de Andy Avalos que ça va arriver cette année. Oui, c'est vrai. Alors pour le coup, je vais pas être très original. Enfin, en tout cas, je vais pas répéter ce que tu as dit, mais c'est vrai que c'est sûr que cette équipe, il y a forcément un paramètre rassurant en attaque, en tout cas beaucoup plus rassurant qu'en défense. En effet, tu le disais, il y a eu pas mal de pertes, je pense notamment au backfield défensif, Ouais. entre autres. Mais c'est vrai qu'en attaque, en l'occurrence, il y a plus de motifs de satisfaction. Khalil Shakir dont tu parlais, même la ligne, hein, je trouve qu'il commence à avoir un peu plus d'expérience. Un John Ojukwu, par exemple, sur le poste de tackle gauche. Il y a Stetz également sur le poste de garde. Donc il y a une équipe qui commence quand même, qui a une certaine expérience. À côté du ballon, en tout cas, on va retrouver une certaine expérience. Après, c'est vrai qu'on a du mal aussi à occulter le fait que Hank Bachmeier, malgré ses belles promesses, a l'air d'être un peu fragile aussi ces derniers mois. On a un George Olani qui a connu une saison 2020 assez compliquée, où c'était un peu plus Andrew Van Buren qui était en avant. Va falloir voir aussi comment se gère l'arrivée d'un Cyrus Abibilikio en provenance d'Oregon, justement, qui arrivait dans les bagages d'Andy Avalos. Donc c'est vrai qu'en tout cas, au niveau du backfield offensif, ou en tout cas de l'attaque, il y a de quoi en tout cas avoir une force de frappe persuasive. Est-ce que derrière la défense symbolisée par son nouvel head coach peut être capable d'être au diapason dans une Mountain West où, comme tu le disais, le niveau on va dire, s'échelonne un peu plus, enfin se nivelle un peu plus, est clairement plus disputé. C'est pas sûr et certain. C'est sûr que c'est ce qui nous a amené un petit peu à les bannir, entre guillemets, de ce top 25. On passe à la deuxième formation, si tu me le permets, une formation du Power 5, le NC State Wolfpack, pardon. Alors, j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus. Je t'avoue que moi, en l'occurrence, je les avais mis dans le top 25. Je trouve là aussi qu'il y a des belles promesses en attaque également, même si on espère que pour Devin Leary, les petits soucis de blessure qu'on avait l'année passée seront résolus. En tout cas, il y a une belle force de frappe, que ce soit au sol ou dans les airs. Et je trouve qu'il y a quand même, malgré le départ par exemple d'un Alim McNeil, des pièces assez intéressantes et dissuasives en défense. C'est ce qu'on remarque. C'est vrai qu'on a beaucoup, il y a eu la sensation de Devin Leary, donc le quarterback, qui c'est vrai, voilà, a monopolisé un peu les projecteurs l'année dernière, mais c'est effectivement en défense où il y a des éléments qui peuvent, où il y a un potentiel en tout cas d'être fantastique, un peu comme les défenses de NC State qu'on a connues il y a 3-4 ans, notamment le linebacker donc Peyton Wilson, bien sûr gros frappeur polyvalent, qui a vraiment très très bien réussi à s'intégrer dans cette défense avec Isaiah Moore également. Par contre, le jeu, la défense contre le sol l'année dernière et les 2 dernières années, difficile. L'année dernière, j'avais noté 4 équipes qui ont réussi plus de 250 yards au sol. Dans une conférence ACC où on passe encore beaucoup par le sol, ça m'inquiète un petit peu. Ils ont fait 8-4 l'an dernier. C'est vrai qu'ils ont été jusqu'au Gator Bowl battus par Kentucky, mais plutôt satisfaisant. Il y a toujours Dave Doran. Je suis pas, voilà, ils sont à la porte pour moi du top 25, mais je les vois pas encore comme une équipe qui malgré le 19 titulaires de retour, comme une équipe qui peut, voilà, s'imposer, en tout cas immédiatement dans le top 25, même si je me souviens bien, on les a vus apparaître dans le top 25 l'an dernier. Ouais, non, c'est ça. Après, voilà, j'avoue, je suis assez intrigué à l'idée de voir notamment le coaching staff, voir un petit peu ce que ça donne. C'est vrai qu'on a été très critique à raison sur Tim Beck, par exemple, à Texas. On a vu qu'à NC State, il arrivait quand même à faire d'assez bonnes choses. Et puis Tony Gibson, on voit quand même qu'il arrive à réinsuffler ce qu'il pouvait insuffler à l'époque à West Virginia. Donc voilà, encore une fois, il y a des paramètres qui peuvent aider en ce sens. Maintenant, c'est sûr que c'est pas la principale force de frappe. Là aussi, la conférence ACC, ça va rester quand même assez disputé, surtout, à mon sens, plus la division atlantique que la division costale, mais ça, on aura l'occasion d'y revenir dans les previews. Donc c'est vrai qu'NC State, en l'occurrence, va falloir batailler pour tirer son épingle du jeu et se faire une place dans le top 25. Morgan, on a parlé de Boise State tout à l'heure, on va parler du désormais ex-head coach
des Broncos qui exercent du côté d'une conférence SEC qui ne fait pas partie du top 25. Et là, ça va être tout un changement, effectivement, du côté de Auburn, qui a tourné la page, donc Gus Malzahn, hein, c'est le début de l'ère Bryan Harsin, donc on le disait, ex-Boise State. Est-ce qu'il aura, alors là, encore une histoire de transition, est-ce qu'il aura un impact dès cette saison de transition, Bryan Harsin? C'est vraiment la question qu'on se pose. Alors il a su quand même très bien s'entourer, hein. Je sais pas si tu es d'accord, mais un coaching staff avec expérimenté autour de lui. Mike Bobo, l'ancien coordinateur offensif de Georgia, de South Carolina l'an dernier, qui était passé comme head coach aussi à Colorado State. Grosse expérience, pas toujours des résultats fantastiques par où il est passé, mais grosse expérience quand même. Et puis surtout, en défense, Derek Mason, hein, qui arrive de Vanderbilt, comme il était head coach à Vanderbilt, mais il était auparavant coordinateur défensif à Stanford. Et là, grosse expérience, quelqu'un qui vraiment est un stratège défensif. Et ça va probablement faire beaucoup de bien à Bryan Harsin, qui lui est plutôt un stratège offensif. Donc là, je trouve qu'il y a un mix entre les deux qui est vraiment très intéressant. Auburn n'a pas si bien recruté que ça, hein, ces dernières années. C'est ce qui m'inquiète un petit peu, ce qui fait aussi que je les vois peut-être en dehors du top 25. Il y a pas de gros monstres défensifs. Alors il y a Owen Papoué, le linebacker, mais on n'a pas de gros joueurs type Derrick Brown, etc. Ça m'inquiète un petit peu dans une division SEC West qui est toujours aussi compétitive. Là où je suis plutôt... Alors, on risque de passer à un schéma 3-4, hein, d'ailleurs, avec Derek Mason. On va voir, il y a aussi une transition à gérer à ce niveau-là. Il y a quand même quelques talents intéressants. Le gros point d'interrogation, à mon avis, qui va décider si c'est une équipe du top 25 ou en dehors du top 25, je pense que tu vas être d'accord avec moi, c'est Bo Nix. Est-ce qu'il a un talent indéniable? Il a peut-être pas été si bien coaché que cela, hein, du côté avec Gus Malzahn, qui cherchait un peu l'identité de l'équipe. Hein, parfois, il y avait certains matchs où on insistait beaucoup au sol, puis quand ça marchait pas le match suivant, on donnait les clés de l'attaque aérienne à Bo Nix, qui semblait pas toujours très à l'aise. Je me dis que là, peut-être avec une identité plus claire dans le jeu offensif, impulsé par Bryan Harsin, ça va peut-être lui redonner une deuxième chance, probablement sa dernière d'ailleurs. On rappelle, c'est un quarterback qui avait quand même battu Alabama dans sa saison freshman, donc il est bien entouré avec Tank Bixby, notamment au poste de running back. J'aime aussi ils ont perdu Seth Williams et Anthony Schwartz, donc le duo de receveurs, mais derrière, il y a des joueurs quand même qui sont assez intéressants, comme Elijah Canyon notamment, ou Javarius Johnson. Donc voilà, pour Bo Nix, à mon avis, c'est lui qui va décider est-ce que Auburn est une équipe qui peut être compétitive dans la SEC West, donc probablement une équipe du top 25, ou pas. Et on va le savoir assez tôt d'ailleurs dans la saison, puisqu'ils ont un match à Penn State en semaine 3 qui sera très intéressant. Les Nittany Lions, dont on parlera peut-être tout à l'heure, qui sait, voir s'ils figurent dans ce top 25 ou aux portes du classement. On le saura tout à l'heure. Oui, là encore, globalement, sur Auburn, on est d'accord. C'est vrai que cette défense, en effet, va falloir voir comment elle se structure, surtout qu'en effet, on avait beaucoup de joueurs de rotation. Oui. Beaucoup de profils un petit peu interchangeables. Je pense par exemple dans le backfield un Nehemiah Pritchett qui a fait notamment des bonnes stats la saison passée et qui va être un peu baladé entre le poste de nickelback, safety corner. Enfin voilà, je pense qu'il va être vraiment un couteau suisse dans ce dernier rideau. On attend beaucoup d'un Derrick Hall par exemple sur le pass rush, mais pour l'instant il n'a pas apporté toutes les garanties dans cette fameuse rotation. Et c'est vrai qu'en attaque, par rapport à ce que tu dis, j'ai presque vraiment l'impression que ça va devenir l'équipe de Tank Bixby, en ce sens où en effet il y a quand même un corps de receveur qui va changer avec quelques joueurs qui reviennent de blessures, un Bo Nix qui a semblé quand même être assez irrégulier. On a souvent souligné, moi le premier notamment, son extrême dépendance à Seth Williams sur certaines séquences de 2020. Donc là je pense qu'en plus avec un coaching staff où du côté de Bryan Harsin on faisait souvent confiance au running back du côté de Boise, et avec un Mike Bobo qui, pas plus tard que l'année dernière, s'appuyait énormément sur un Kevin Harris du côté de Columbia, il va quand même, je pense, y avoir une grosse identité avec, pour le coup, et ça c'est peut-être le point le plus positif à mon sens, une ligne offensive où on a quasiment que des retours. Et ça c'est une bonne chose, il y a quasiment que des seniors ou des juniors dans cette escouade des Tigers, et ça très franchement pour réussir à ancrer une certaine identité de jeu assez rapidement, de par ce que tu disais, les objectifs à court terme déjà d'Auburn, le temps de laisser la défense se mettre un petit peu en place et le temps que Bo Nix trouve les automatismes avec ses cibles, je pense que ça peut être de bon augure. Après c'est peut-être en effet un peu tôt du coup pour les considérer dans le top 25 à mon sens, et voilà, se laisser un petit peu le temps de voir comment la sauce peut prendre et surtout quel temps ça va prendre en l'occurrence.
On passe à la 4e équipe qui n'est pas classée dans ce top 5 et parlons de grosses écuries en manque de repères. On prend la direction d'Ann Arbor pour parler des Michigan Wolverines qui sont toujours coachés par Jim Harbaugh. Ça a été une mini surprise la saison passée après leur exercice pour le moins calamiteux. On avait eu beaucoup de mauvaises surprises donc du côté de Michigan. Encore et toujours des problèmes de quarterback. Moi, j'avoue, à titre personnel, il n'était pas dans mon top 25. Tu me donneras ton avis, Morgan, mais cette question du QB, c'est forcément un problème qui revient. A priori, on est quand même parti pour avoir un Ken McNamara qu'on a vu de temps en temps sur certaines séquences en 2020 à la tête de cette équipe, surtout après le départ pour transfert de Joe Milton. Du talent, il y en a comme toujours en termes de recrutement à tous les étages. Maintenant, moi, ce qui m'embête toujours, et c'est un petit peu le syndrome Jim Mora, c'est une fois que tu as les superbes recrues, qu'est-ce que tu en fais? Et moi, c'est un petit peu là où ça me déçoit. On peut difficilement occulter la perte également de Don Brown en défense, même si la défense a rarement été aussi poussive l'année dernière à Michigan, avec les phénomènes qu'on sait, beaucoup de joueurs qui sont partis, certains joueurs comme Ambry Thomas qui n'étaient pas là, Aidan Hutchinson qui s'est blessé en cours de saison, mais on a l'impression qu'il y a constamment le talent du côté des Wolverines, mais qu'il n'y a jamais cette faculté non seulement de conclure, ça a souvent été évoqué dans les premières années de Jim Harbaugh, mais surtout la possibilité d'être un candidat crédible de bout en bout. Il y a quand même quelques lueurs d'espoir. C'est vrai que là, tu as dressé un tableau assez sombre. Je vais essayer de remonter le moral. Moi, j'ai dit pourquoi ils étaient pas dans le top 25. Après, tu peux relativiser. Oui. Je vais relativiser. C'est vrai que Cade McNamara part peut-être avec un léger avantage parce qu'il a dirigé l'attaque en fin de saison dernière du côté de Michigan, mais tu n'oublieras pas, Alan Bowman est arrivé de Texas Tech. C'est peut-être celui qui va récupérer le poste de titulaire. Il y a quand même un J.J. McCarthy, on ne peut pas quand même écarter ce quarterback 5 étoiles recruté en 2021. C'est probablement trop tôt pour lui donner les clés de l'attaque, mais s'il est si impressionnant que cela, notamment dans les camps d'été, c'est peut-être celui, on a vu beaucoup de freshmen ces dernières années au niveau NCAA prendre la direction de leur attaque, donc c'est pas impossible non plus. Il y a un jeu au sol qui reste quand même expérimenté. On a vu, c'est vrai, Zach Charbonnet qui est parti à UCLA, mais on a Hassan Haskins qui a parfois été montré de belles choses. Et moi, celui que j'attends beaucoup, un joueur explosif et en même temps polyvalent parce qu'il est capable d'être intégré dans le jeu aérien, c'est l'ancien 5 étoiles Donovan Edwards qui probablement va enfin jouer cette année. Et ça, c'est plutôt un point positif. C'est vrai que défensivement, ils ont flirté avec la 100e place défensive l'année dernière avant beaucoup de statistiques défensives l'an passé. Il y a eu un changement. Don Brown, tu l'as dit, est parti. Il a été remplacé, si je me souviens bien, c'est par l'ancien coach et linebacker de Baltimore, Mike McDonald. Il a quand même à sa disposition des prospects, probablement NFL, comme Christopher Hinton, le defensive tackle dont on parle de plus en plus, et l'ancien 5 étoiles Daxton Hill, qui avait, on se souvient, dit non à Nick Saban quand même, pour aller du côté de Michigan finalement. Donc là, il y a quand même quelques joueurs. Il y a toujours John Ross, Michael Barrett au poste de linebacker. Il manque probablement un peu de profondeur, mais il y a des choses quand même qui sont assez intéressantes. Et si la mayonnaise prend, comme on dit, c'est pas impossible que Michigan revienne dans la lutte. Alors il y a quand même un gap avec Ohio State, on est d'accord, mais dans la division Est de la Big Ten, c'est pas impossible qu'ils se replacent peut-être pour jouer la deuxième place. Ils auront un super match à Washington, contre Washington à domicile, à Ann Arbor en deuxième semaine, qui sera intéressant pour voir le vrai niveau de cette équipe finalement. Oui, non, c'est sûr. Encore une fois, c'est pas juste pour être critique. Maintenant, oui, c'est vrai que moi, ça me laisse un peu sur. Tu vois, tu citais Chris Hinton, par exemple, qui a souvent été évoqué comme un joueur qui sous-performait un peu, en tout cas, qu'on ne voyait peut-être pas aussi gros. Je prends l'autre exemple, Maisie Smith l'année dernière, notamment, dont on attendait qu'il déplace tout sur la ligne défensive, n'a pas été fabuleux. C'est un peu ce paramètre-là qui, moi, m'inquiète. Après, des joueurs de talent, il y en a énormément. Un Gamon Green, par exemple, qui a explosé sur le backfield défensif. Je suis curieux de voir si un Braden McGregor sur la D-line, en tout cas sur le rush, peut prendre vraiment la place d'un Kwity Paye cette année. Il y a énormément d'armes, très clairement, mais c'est vrai qu'il y a aussi une certaine inexpérience. Et pour en revenir à ce que tu disais sur J.J. McCarthy tout à l'heure, on a presque l'impression, si Jim Harbaugh doit tenter des paris, c'est presque des paris un petit peu osés pour tenter de sauver sa place, quoi. C'est juste un peu ce qui m'inquiète et ce qui m'a amené à ne pas les mettre dans le top 25. Après, je te rejoins très clairement, du talent, il y en a à tous les postes. Et ça reste des recrues 4 étoiles recrutées chaque année à tour de bras. Donc
oui, ça reste forcément une équipe à prendre au sérieux par rapport à ça. Il faut qu'ils réapprennent à gagner. L'an dernier, ils ont fini 2-4 dans un calendrier réduit. Et encore, ils auraient pu terminer 1-5. Parce que tu te souviens, ce match contre Rutgers qui gagne en overtime, ça aurait pu être 1-5. Donc voilà, il faut qu'ils réapprennent à gagner. C'est facile à dire. Mais c'est vrai que s'ils arrivent, par exemple, j'ai parlé de ce match face à Washington. S'ils ont cette belle victoire contre Washington à Big House, ça peut quand même changer l'état d'esprit de l'équipe. Et avoir un état d'esprit plus positif. On voit que l'année dernière, il y avait beaucoup de morosité dans ce groupe et il y a quand même le talent est là. Je désespère pas pour cette équipe des Wolverines. On termine avec ce cut 5 en parlant d'une équipe qui a crevé l'écran l'année passée. Pas du tout la même trajectoire que Michigan, en l'occurrence en 2020, équipe du Group of Five. On va peut-être nous trouver trop sévères. Les Chanticleers de Coastal Carolina ne sont pas dans notre classement. Saison de rêve en 2020. C'était la 4e année des Chanticleers au niveau FBS. On vient en fier représentant d'une Sun Belt qui a connu une année formidable en 2020. Et c'est pas fini. Et c'est peut-être pas fini. C'est vrai que l'année dernière, la Sun Belt a gagné 3 matchs contre des équipes des Power Five. On se souvient, Louisiana contre Iowa State, Arkansas State contre Kansas State, si je me souviens bien. Et donc, Coastal Carolina contre Kansas. 4-1 en ball game quand même. Donc voilà, la Sun Belt est aux portes du Power 5. Hein. 2 équipes dans la Paypal, on n'avait jamais vu ça quand même. Donc c'est la Paypal finale, donc c'était assez incroyable. Saison invaincue, qui s'est un peu terminée en queue de poisson quand même. Hein. C'est vrai qu'il n'y a pas eu de Sun Belt Championship Game, tu te souviens, puisque le match avait été annulé contre Louisiana. Une défaite en prolongation contre Liberty en ball game, donc contre 37-34. Est-ce que les Chanticleers pourront transporter le momentum de 2020 en 2021 ? J'ai du mal à y croire. Bon, il y a des faits qui sont quand même qui démontrent qu'ils ont des gros joueurs à remplacer. 2 leaders ont quitté l'équipe et pas des moindres. Taron Jackson sur la ligne défensive, parti du côté des Eagles si je me souviens bien, et CJ Marable, le running back, parti du côté des Bears de Chicago. C'est grosse production à remplacer, notamment de celle de CJ Marable. Alors c'est sûr. Mais il y a toujours la hype Grayson McCall. Voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est sûr que là, ils ont toujours Grayson McCall. Quarterback double menace, qui est capable vraiment de transporter son équipe. C'est ce qui nous rend objectif, c'est ce qui nous rend quand même. Ils n'ont pas passé le cut du top 25, puis ils sont tout proches. C'est sûr qu'ils n'ont pas la profondeur. J'ai peur qu'ils n'aient pas la profondeur pour répéter 2 saisons comme ça consécutives à un tel niveau. Mais c'est sûr que Grayson McCall, 26 TD, 3 interceptions seulement l'an dernier, a été vraiment la grande révélation. Et s'il joue sur le même tempo et avec la même intensité, avec le même type de production que l'année dernière, Coastal Carolina sera d'abord probablement champion de la Sun Belt et assurément une équipe du top 25. On est d'accord, donc on attendra à voir, mais c'est vrai que là, pour le coup, la moindre blessure d'un joueur important, celle de McCall y compris, oui, c'est vrai que ça pourrait éventuellement être un peu plus difficile à rectifier. Gros match à Appalachian State le 20 octobre, j'avais noté. Ah là là. Et t'as noté Texas State ? Attention, hein, il revient Brady McBride. On en parlera. On rentre de plein pied du coup dans ce top 25 et là aussi, alors je sais pas si on peut appeler ça un invité surprise, en tout cas une équipe qui est plutôt bien considérée à nos yeux. Oui. En attendant de savoir ce que t'en penses. Numéro 25, les TCU Horned Frogs, qu'on fait une campagne assez solide l'année passée. C'était pas toujours fabuleux en l'occurrence. C'est un peu le souci avec Texas Christian, depuis quelques années maintenant. C'est un peu plus dans le ventre mou. En tout cas, ça reste un peu plus inconstant. On a quelques bonnes saisons et puis des saisons un petit peu en dents de scie, mais en tout cas, on a une équipe une équipe qui arrive en 2021 avec quelques ambitions quand même. Un Max Duggan dont on espère qu'il pourra être à 100%, parce qu'on a vu que quand il était là l'année passée, ça pouvait être assez intéressant. On attendra forcément de voir ce que va donner le turbulent. L'ancienne recrue, je vais y arriver, j'en perds mon latin. L'ancienne recrue 5 étoiles, Zach Evans. Et puis, on attendra également de voir un petit peu défensivement comment ça se passe. Il y a une ligne défensive, notamment avec quelques revenants qui vont faire le plus grand bien. On pense à des Corey Beffley, surtout un Ocean Matisse sur le pass rush.
Tout ça avec notamment Tre'Davious Tomlinson en position de cornerback, qui a été l'un des 10 billes les plus productifs en termes de passes défendues. Sur le papier, ça peut être intéressant. Après, pour le coup, ils vont quand même avoir affaire à une Big 12 assez relevée en 2021 sur le papier. Assez relevé, ils ont très bien fini, hein. Souviens-toi, ils ont fini avec 3 victoires consécutives, notamment ils avaient battu Oklahoma State dans un match en fin de saison, donc je trouvais ça, voilà, une équipe, t'as bien dit, voilà, ils risquent d'être, l'identité de l'équipe, ça va être un gros jeu au sol avec Max Duggan et Zach Evans, mais défensivement, je trouve que voilà, c'est une équipe qui retrouve un peu, ils avaient eu un petit creux là il y a 2-3 ans, là ils redeviennent une équipe très dangereuse défensivement. On sait que Gary Patterson, c'est un peu sa marque de fabrique, on va dire. Et là, tu les as nommés. Hein, il y a des individualités très intéressantes. Hein. Tre'Davious Tomlinson, c'est un joueur que on l'a découvert l'an dernier. Petit gabarit, mais explosif. Et très intéressant. Et il y a TJ Carter aussi qui est arrivé, hein, le safety de Memphis. Ça peut être aussi un joueur qui va stabiliser le backfield défensif. Et voilà, une équipe que je trouve qui est très complète, à l'image combative à l'image de Gary Patterson. Et c'est une équipe qui effectivement rentre dans le top 25. Une équipe avec qui il faudra compter et qui pourrait venir probablement pas se mêler à la lutte pour le titre. Mais si ça tournait bien, ou s'il y avait un Decador un de ceux qu'on voit plutôt dans le top 2, top 3 de la Big 12, c'est une équipe qui pourrait peut-être créer la surprise. Mais ouais, Max Duggan, c'est sûr qu'il est capable de faire basculer un match à lui tout seul. Donc ça, c'est intéressant, avec son jeu de jambes notamment. C'est ça. Surtout qu'on attend un petit peu de voir comment il peut bonifier les receveurs qu'il aura à disposition. Notamment, c'est Quentin Johnston, je crois, qui était là une grosse recrue il y a quelques mois de ça. Ouais, et Ty Barber aussi, hein, qui est toujours là. Oui. Donc c'est pas on parle pas du niveau des receveurs de Oklahoma dont on parlera dans la prochaine émission. J'imagine que ce sera dans la prochaine émission, mais des bons receveurs. Ouais, c'est ça. En tout cas, pour apporter une certaine alternance à un jeu au sol qui s'annonce en tout cas assez imposant du côté de Fort Worth. Numéro 24, on parlait tout à l'heure de Michigan, une autre équipe qui a besoin de rebondir au sein de la Big Ten, les Penn State Nittany Lions, figurent dans notre top 25. Avec quelles armes, qu'est-ce qui justifie selon toi ce classement, Morgan ? En tout cas, on entend souvent dire que l'important, ce n'est pas comment tu commences, mais comment tu finis. Et puis là, c'est parfait pour Penn State parce que, écoute, une saison 2020 digne de Dr. Jekyll et Mr. Hyde, un 0-5, souviens-toi, pour commencer. Mais par contre, ils gagnent les 4 derniers matchs, notamment face à Michigan State, et en mettant 56 points à Illinois. Alors, James Franklin, le coach, n'est pas menacé, mais lui qui voulait faire de Penn State une équipe élite, hein, souviens-toi, il avait fait une conférence de presse là-dessus, il semble pas avoir le talent, je trouve, pour rivaliser avec l'ogre de la division Est, Ohio State, et on commence même à se poser des questions sur sa gestion du groupe, hein, des comportements qui avaient été tolérés, notamment Micah Parsons, hein, on en a suffisamment parlé tout au long du printemps, et on a le sentiment quand même que Penn State, c'est une équipe qui sous-performe depuis quelques saisons, et... 3e coordinateur offensif en 3 saisons, hein, Mike Yurcich qui arrive, l'ancien coordinateur offensif de Oklahoma State à la grande époque, tu te souviens, au milieu des années 2010. Il y a quelques éléments intéressants, hein, Sean Clifford, 3e année comme starter, ça c'est toujours, il y a une certaine stabilité au moins au poste de quarterback, mais il devrait être plus constant dans ses performances. Je trouve qu'il y a un groupe de running back qui peut-être sous-côté, hein, il y a Devin Ford, il y a Noah Kane, Kayvon Lee qui avait été très bon lors du match face à Michigan. Ils ont en plus ajouté John Lovett qui arrive de Baylor, donc il y a quand même, voilà, je pense que l'identité offensive sera probablement le jeu au sol. Malgré tout, il y a une pépite au niveau des receveurs, c'est Jahan Dotson qui est de retour. On avait aussi vu Parker Washington, donc il y a quelques éléments à la disposition de Mike Yurcich. On va voir comment il va mettre en place son système offensif. Ça peut très bien se passer comme ça s'était bien passé du côté de Oklahoma State. Mais alors là on va devoir voir une nette amélioration, c'est en défense. Hein. Écoute, c'est la pire défense de l'histoire du programme l'année dernière. Jamais une équipe de Penn State n'avait encaissé autant de points par match. Certes, c'était un calendrier réduit, mais quand même. Et on n'était même pas convaincu du talent en interne parce qu'on a été chercher 3 joueurs sur le marché, tiens, tu vois, lapsus révélateur, sur le portail des transferts. Arnold Ebiketie, donc de Temple, Derek Tangelo de Duke et Johnny Dixon, un cornerback de South Carolina. Ça montre quand même peut-être qu'on a une certaine défiance sur le talent interne et ça me rassure pas trop pour une fac qui était traditionnellement linebacker U.
depuis le départ de Micah Parsons, on a Ellis Brooks et Jesse Luketa, mais je vois pas les gros leaders défensifs émerger. Ce sera peut-être le cas en début de saison, mais je trouve que Penn State est encore très loin d'Ohio State dans la Big Ten. Une participation pour moi à un bowl Nouvel An serait déjà un exploit. Tout va dépendre, à mon avis, du duo Mac Yurcich, Sean Clifford. Si ça fonctionne, ça peut passer. Sinon, c'est une équipe qui peut avoir une saison qui se termine à 6-6 ou 7-5. Eh ben, je suis content que ce soit moi qui ai dépeint un portrait assez sombre de Michigan, parce que du coup, je suis hyper optimiste en t'écoutant parler de Penn State. Non, je te rejoins. C'est sûr qu'en effet, l'arrivée de transferts défensifs, notamment, c'est pas un hasard. D'ailleurs, Arnold Ebiteke, il arrive quand même avec une petite responsabilité, parce qu'avec Aliza Isaac, ils vont quand même devoir remplacer le duo Chaka Tony et Oda Feowe. Donc, en l'occurrence, il va quand même y avoir pas mal de pain sur la planche pour avoir un pass rush un minimum performant du côté de Penn State. 21 sacs seulement l'an dernier, c'était, je pense que c'est la pire performance de l'histoire de Penn State. C'est très peu en 9 matchs. Hein. Surtout qu'il me semble qu'Antonio Nelson, leur defensive tackle, est parti à Florida. Je ne vais pas dire de bêtises, mais il me semble avoir vu passer ça. Mais en l'occurrence, voilà, va y avoir besoin d'être tranchant dans les tranchées, justement. Retrouver notamment une O-line et une D-line suffisamment convaincantes pour permettre à cette équipe des Nittany Lions de se faire respecter sur toute une saison, ce qui a clairement pas été le cas en 2020. Après, c'est sûr que oui, il y a de jeunes pousses qui ont agréablement surpris l'année passée. Tu parlais de Parker Washington, par exemple, sur le poste de receveur, un Joey Porter, notamment sur le poste de defensive back. Peut-être s'appuyer, en effet, sur cette jeune relève pour, on va dire, faire une saison un petit peu de transition pour repartir sur des bonnes bases en 2021. C'est tout ce qu'on souhaite à Penn State. Mais c'est sûr qu'en l'occurrence, oui, ça va être dur, surtout qu'il y a d'autres invités dans cette conférence qui vont vouloir batailler dur pour les principaux spots. On passe au numéro 23, je m'y colle et il va y avoir du débat. Ah, peut-être pas, remarque. Je sais pas. C'est dit, on verra. Tu me diras ce que t'en penses. En numéro 23, on a classé les Ole Miss Rebels, auteur d'une campagne prometteuse l'année passée pour la première année de Lane Kiffin du côté d'Oxford. Alors le problème avec Ole Miss, c'est un peu toujours la même chose, c'est qu'il y a forcément toujours cette force de frappe, notamment offensive. On a vu un Matt Corral qui, sous la coupe de Kiffin et du nouveau coordinateur offensif Jeff Lebby, a vraiment pleinement assumé son rôle, alors que précédemment, il y avait cette concurrence avec John Rhys Plumlee. Là, il n'y a plus de doute possible de par le système offensif qui est mis en place. Matt Corral s'incorpore très bien là-dedans. Il y a un Jarion Ely, notamment, et un Snoop Connor qui sont capables de le soulager un minimum sur le jeu au sol. Ils perdent quand même, ça c'est pas négligeable, un Elijah Moore qui représentait à peu près 75% des passes réceptionnelles l'année passée, si je schématise un peu grossièrement. Mais offensivement, je me fais pas de soucis pour cette équipe de Mississippi. On en revient toujours à la même chose du côté d'Ole Miss, c'est quel visage tu montres en défense. Certes, DJ Durkin a fait sa première année comme coordinateur défensif d'Ole Miss l'année passée, mais c'était pas vraiment flatteur quand même. Ils prennent 38 points par match. Et ça a été mieux en fin de saison. C'est le seul point positif. Ça pouvait difficilement être pire. C'est sûr qu'ils avaient encaissé 51 points le premier match contre Florida, 63 contre Alabama le troisième, avec 41 contre Kentucky au deuxième. Enfin, c'était terrible. C'était une défense terrible. Oui, il n'y a pas un match où ils prennent moins de 20 points, je crois. Et les 20 points, c'est le dernier match contre Indiana lors du l'Outback Bowl. Et d'ailleurs, c'est peut-être ce qui me rassure un petit peu. C'est peut-être ce match-là qui fait que je suis assez à l'aise avec leur position de 23 dans le top 25. C'est qu'on a vu qu'il y a eu une progression dans le niveau défensif, dans le secteur défensif. On parle d'une progression, on ne parle pas d'une équipe talentueuse défensivement, on est bien d'accord. Mais qui peut compenser, parce qu'on avait l'impression que pour gagner un match, il fallait en mettre 50 minimum. C'est d'ailleurs ce qui est arrivé, hein. Puis, il fallait qu'ils en mettent 50 pour en gagner une, puisqu'ils en ont mis plus de 50 contre Vanderbilt et South Carolina. Mais c'est peut-être ça qui me fait rassurer, parce que tu as tout dit, offensivement, ça reste une belle machine. Tu l'as bien dit, ils ont quand même perdu Elijah Moore. C'est pas anodin. Il y a Braylon Sanders, on a Dontario Drummond. Matt Corral, c'est un peu celui dont on dit qu'il est le meilleur quarterback de la ACC.
parce qu'on n'a pas vu Bryce Young encore, mais bon, c'est sûr que voilà, ils ont un avantage. Ça a bien fonctionné. La greffe a prise, on va dire, entre Lane Kiffin et Matt Corral. C'est pas garanti, quoi. C'est pas garanti que Ole Miss défonce tout le monde, quoi. Si tu veux, c'est pas pour taper gratuitement sur Corral, mais je trouverais ça injuste de relativiser sur un Bonix qui penchait beaucoup sur Seth Williams l'an passé et de dire Matt Corral, je suis hyper optimiste, alors que voilà, il tournait pas trop les yeux sur un autre joueur qui est Elijah Moore. Parce effectivement, on a beaucoup vanté, notamment pendant cette intersaison, son pourcentage de réussite qui était au-dessus de 70%, si je me trompe pas. Enfin, il avait surtout, c'était Elijah Moore qui lui rendait service, quoi. C'est pas garanti que les receveurs qu'il va avoir, sont des bons receveurs, mais j'attends quand même de voir comment ça va se passer. Matt Corral, il a beaucoup progressé, hein. Il s'était fait beaucoup critiquer pour ses interceptions. On a vu qu'il a corrigé ça en cours de saison. Il prend beaucoup de risques. C'est un joueur à risque, hein. Ça c'est certain. Et c'est ce que veut Lane Kiffin de toute façon. Ça peut très bien se passer. C'est sûr que si là il y a une connexion qui se met en place rapidement avec ses receveurs, et il semblerait qu'on soit très optimiste du côté d'Ole Miss. C'est une équipe qui peut surprendre dans la SEC West. Ah, mais en tout cas, ce sera une équipe super à avoir joué, ça c'est sûr. Ça c'est voilà, ça on a du fun avec eux. Ça c'est certain qu'on a du fun avec eux. Pour ceux qui aiment le jeu offensif, c'est vraiment cool, quoi. Mais défensivement, ça reste encore. Ça a été mieux, comme je l'ai dit tout à l'heure. Le match face à Indiana est encourageant. J'attends de voir. Ils peuvent espérer récupérer Sam Williams pleinement après les soucis extrasportifs de l'an passé. Le gros bémol en défense, c'est quand même le départ de leur meilleur plaqueur, je crois, l'année passée, Jack West Jones, qui est parti du côté de Kentucky. Donc, en plus. Ça, c'est à surveiller. Ça aide pas à solidifier la structure défensive de DJ Durkin, mais en l'occurrence, bon, je veux bien le croire. J'aurais pas été chaud pour les mettre dans le top 25, mais c'est pas une infamie non plus dans cette conférence SEC qui s'annonce hyper relevée en 2021. Le numéro 22, à présent, on parlait tout à l'heure, Morgan, on prend la direction de la Pac-12 avec une équipe qui a fini un peu la saison en eau de boudin, mais qui en tout cas avait montré de bonnes choses pour la prise de fonction de son nouvel head coach. On va parler des Washington Huskies classés numéro 22. Exact, une fin de saison 2020 au goût amer, tu l'as dit, meilleur pourcentage de victoire de la division nord de la Pac-12. Bon, bilan de 3-1, on peut rigoler, mais écoute, privé de finale de conférence en raison du protocole Covid. Ils avaient donc permis à Oregon d'aller en finale de conférence Pac-12, et ce sont les Ducks, leurs ennemis jurés, qui ont gagné d'ailleurs le titre de Pac-12. Donc vraiment goût amer pour terminer cette saison 2020. Deuxième saison de Jimmy Lake, qui avait pris la succession donc de Chris Petersen, qui était d'ailleurs son ancien coordinateur défensif. C'est naturellement par la défense que les succès de Washington sont passés l'année dernière et passeront probablement encore en 2021. Il y a eu des départs, c'est certain. Joe Tryon, Levi Onwuzurike sont partis. Ils ont perdu en plus pendant l'intersaison, blessure au tendon d'Achille, le linebacker Zion Tupuloa-Fetui, un 7 sacs l'an dernier, qui était vraiment un des grands espoirs. Et d'ailleurs, le pass rush sera un des points d'interrogation de cette équipe en 2021. Mais voilà, c'est sûr qu'il y a des joueurs quand même, particulièrement dans le backfield défensif. On parle de Trent McDuffie, il y a l'ancien joueur d'Oklahoma, Brendan Bookie Radley-Hines, qui sera du côté de Washington cette année. Il y a du talent, c'est une équipe qui va jouer essentiellement sur sa défense. Offensivement, je suis vraiment pas convaincu de Dylan Morris, qui fait a priori qui fera son retour, et qui d'ailleurs sera le quarterback titulaire. On pensait qu'il y aurait peut-être une bataille avec Edan Garbers, mais il est parti du côté de UCLA. Une bataille peut-être avec Jacob Sermon, il est parti du côté de Central Michigan. Il y a Patrick O'Brien qui arrive de Colorado State comme backup a priori. Je suis pas convaincu du potentiel offensif de cette équipe pour que ils viennent jouer le titre de conférence. Surtout qu'ils ont fait beaucoup de receveurs. Ils ont plus beaucoup de receveurs. Ça a beaucoup transféré, et hormis Terrell Bynum, il n'y a pas beaucoup de repères que peut avoir Dylan Morris. Il y aura KD Houghton, le tight end, peut-être un des meilleurs tight ends de la conférence Pac-12, peut-être même le meilleur. Mais voilà. Et puis ils ont encore ce complexe d'infériorité par rapport aux Ducks. Ils ont quand même perdu 14 des 16 derniers matchs contre parce qu'ils ont fini premier à 3-1, mais du coup le match à Oregon avait aussi été reporté à cause de ça. Le match avait été reporté, ouais. C'est ça, ouais. Donc ils ont vraiment pas... Ils se sont pas forcément échelonnés l'année passée face à une équipe d'Oregon qui en plus était assez diminuée, donc et qui a fini champion de la conférence. Exactement.
Donc ça nous permettra en tout cas de belles passes d'armes. C'est pas impossible qu'on en parle des Ducks d'ici la fin de ce tome 25 en l'occurrence. Tout à fait. Et voilà, Washington en effet va falloir assurer offensivement, mais défensivement il y a des bonnes bases en effet pour en faire un gros candidat. Une saison à 10 victoires, ce serait vraiment très 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 surprenant, je pense. Il faudrait vraiment un développement étonnant de Dylan Morris au poste de quarterback. Fait intéressant, ils joueront à Michigan, j'en parlais tout à l'heure, en semaine 2. Ce sera leur premier match en déplacement depuis 21 mois. Parce que l'année dernière, leurs 4 matchs, ils les ont joués à domicile. C'est assez étonnant, ça fera 21 mois que les Huskies de Washington n'ont pas eu de match en déplacement, et ce sera à Big House. Pas mal quand même, comme premier match en déplacement. Oui, c'est un beau déplacement. 21e position, on retrouve les Oklahoma State Cowboys, qu'on retrouve assez souvent en l'occurrence dans le top 25. Alors, j'avoue que j'ai été un petit peu embêté pour les classer, justement. Moi aussi. Les gens de Stillwater. Ça reste forcément un programme avec beaucoup de recrues intéressantes. Alors, je sais pas, tu vas me dire tout de suite ce que tu en penses. J'ai presque l'impression, paradoxalement, que je suis plus rassuré par la défense que par l'attaque du côté d'Oklahoma State. Je suis d'accord avec toi. Je pense que sous Mike Gundy, ça n'a pas dû arriver souvent. Je suis complètement d'accord avec toi. J'ai encore un gros point d'interrogation sur la capacité de Spencer Sanders à être vraiment je parle du poste de quarterback, à être celui qui va porter cette équipe, qui a quand même perdu Chuba Hubbard et j'ai oublié son nom, Tylan Wallace, excusez-moi. Donc c'est quand même 2 gros morceaux. Et Spencer Sanders, je suis pas convaincu. Alors au poste de running back, on a découvert des joueurs vraiment intéressants, notamment l'année dernière, L.D. Brown, qui avait été quand même plutôt très bon lorsqu'il a joué. On avait eu aussi Dominic Richardson, donc c'est plutôt intéressant. Mais effectivement, voilà, les départs de Wallace, Dylan Stoner aussi qui est parti. J'ai l'impression qu'en défense, Jim Knowles a fait du super boulot. Et là, il y a plus de noms qui, je trouve, me font penser que c'est une équipe qui risque d'être vraiment chiante à jouer défensivement. Les Tyler Lacy, les Tracy Ford sur la ligne défensive. Malcolm Rodriguez, qui est un gros plaqueur, voilà, le général du second rideau défensif. Et puis, voilà, c'est ce groupe de defensive back qui, je trouve, sont vraiment intéressants. Colby Harvell-Peel, bien sûr, le safety dont on parle beaucoup. Il y a aussi Trey Sterling, un autre safety qui est intéressant. Un duo de cornerback qui sont aussi également intéressants, avec notamment Jarek Bernard Converse qui fait son retour avec Christian Holmes. Donc voilà, je trouve que c'est plus défensivement. Je suis d'accord avec toi qu'il y a plus de playmakers. Je suis plus rassuré par la défense que par l'attaque. Je suis bien d'accord avec toi. Voilà. Après, encore une fois, on attendra de voir. Tu citais les running backs tout à l'heure. Bon, la perte de Chuba Hubbard n'est pas anodine, mais on a vu l'année passée que dans une saison en demi-teinte, en effet, ils étaient capables presque de faire briller n'importe quel coureur. Et en effet, ne serait-ce que le trio Jackson, Brown, Richardson, ça peut être quelque chose d'assez intéressant. Poste de receveur, je ne l'ai pas dit, Brennan Presley quand même, qui avait été... pardon, vas-y, excuse-moi. Non, mais j'allais te le citer en disant qu'en effet, après, il fallait voir. C'est London Wolf qui doit être numéro 2, je pense. Je sais plus qui est numéro 2 dans la hiérarchie. Et c'est vrai qu'il va y avoir quand même un renouvellement assez nécessaire malgré tout dans cette escouade de receveurs pour vraiment garder cet ADN d'Oklahoma State, ce côté grosse force de frappe et grosse capacité à marquer des points, parce qu'en effet, il y a quand même un renouvellement assez nécessaire malgré tout. D'ailleurs, ils se sont renforcés au poste de receveur en recrutant Ty Martin, tu te souviens, l'ancien receveur de Washington State. Ah oui. Qui était arrivé, un des tout premiers d'ailleurs avant annoncer son transfert. Je pense que c'était en janvier, donc voilà, ils ont aussi se sont rendus compte qu'il y avait, voilà, avec les départs de Stoner et de Wallace, probablement pas suffisamment de qualité pour démarrer en confiance la saison 2021. Donc Ty Martin arrive, un très bon receveur du côté de Washington State ces dernières saisons. Voilà, et on en revient toujours à la même chose, un petit peu ce que je disais tout à l'heure, notamment avec TCU, c'est que c'est vrai que le niveau de la conférence fait que forcément on en vient toujours à relativiser, en tout cas pour classer les équipes, c'est un peu plus délicat en l'occurrence dans cette conférence. On verra notamment ceux qu'on a mis au-dessus des Cowboys et des Horned Frogs. On passe au numéro 20 à présent, Morgan, avec une équipe qui nous avait agréablement surpris l'année passée, qui avait démarré la saison en tambour battant. On en a parlé d'ailleurs tout à l'heure à l'occasion du Bowl d'Ole Miss. Les Indiana Ushers sont classés numéro 20.
est-ce qu'on considère que c'est juste ou est-ce que c'est un peu plus bas, sachant qu'ils ont fini quoi, 10, 11? Ils ont fini 12, si je me souviens bien. C'était 12, non? Ah, en tout cas, ils étaient pas loin du top 10, ouais. Et écoute, je vais mettre mon chapeau du défenseur d'Indiana parce que c'était pas tout à fait mon cas lorsque j'ai fait mon top 25, mais je vais jouer le jeu. Moi, j'ai quelques petits doutes sur cette équipe qui a été la belle histoire de la Big Ten l'an passé. Bilan de 6-2, seule défaite en match Big Ten, c'était le 42-35 à Ohio State. C'est quand même, ils ont bien résisté face aux Buckeyes. Ils ont été battus ensuite lors de l'Outback Bowl face à Ole Miss. Travail colossal de Tom Allen, je pense que tu vas être d'accord avec moi, en 5 saisons. Écoute, il a eu une belle augmentation salariale à l'intersaison, mais vraiment, on sait c'est mieux que Kevin Wilson en tout cas. C'est mieux que Kevin Wilson, absolument. Et pourtant, souviens-toi, on s'est beaucoup moqué de sa philosophie basée sur un mantra un peu, voilà, love each other. C'est assez aimez-vous les uns les autres, c'est un peu son mantra. Mais écoute, ça fonctionne. Et Indiana a flirté avec le top 10 l'an dernier. Ils ont battu 3 équipes du top 25. Deuxième participation à un bowl du top tier, donc c'est quand même, s'ils avaient fait le Gator Bowl en 2019, l'Outback en 2020, on parle d'Indiana, un programme qui était quand même la risée de la Big Ten pendant très longtemps, donc vraiment il a complètement changé la culture du côté des Hoosiers, mais il y aura une vraie différence cette saison par rapport à l'année dernière, et puis ça, tu me vois venir, j'imagine, c'est comment les Hoosiers vont réagir maintenant qu'ils vont jouer avec une cible sur le dos, après avoir terminé, voilà, j'ai le classement de l'année dernière, 12e de la PayPal finale, donc ça c'est la grosse question, la gestion maintenant de plus être celui qui chasse, mais celui qui va être chassé, ça va être une gestion particulière, une gestion du groupe en tout cas, faudrait pas qu'ils croient que ça y est, ils sont arrivés. Il y a même une gestion, si tu me permets. Vas-y. Ouais. Il y a forcément la gestion du cas Michael Penix. Voilà. Ça, c'est Michael Penix. Il va falloir qu'il apprenne à terminer les saisons parce que, 3 saisons consécutives où il est à l'infirmerie et il a un super bilan, 10-2 comme starter, c'est assez remarquable pour un quarterback d'Indiana. Heureusement qu'ils ont un backup, Jack Tuttle, qui est de retour encore cette année, qui avait pris le relais en fin de saison dernière. Mais ça va être... voilà, c'est sûr qu'il y a le départ de Whop Phillier au poste de receveur. Ils ont encore certaines armes. Un Ty Fryfogle qui est un All-American, il est de retour. Il y a Miles Marshall, il y a DJ Matthews qui arrive de Florida State aussi, qui est là. Penton Hendershot au poste de tight end. Donc, puis à surveiller un joueur explosif sur les retours de coups de pied, Dave Ellis, qui pourrait être intégré aussi au poste de running back. Il y a une ligne offensive qui est de retour au complet, qui n'est pas forcément la meilleure ligne offensive de la Big Ten, mais il y a une certaine stabilité. Mais là où je te rejoins, il faut absolument que Michael Penix reste sur le terrain et pas à l'infirmerie, parce que ça pourrait être difficile pour les Hoosiers sinon, quoi. C'est surtout que je ne veux pas dire de bêtises. Tu parlais de 3 saisons qui n'ont pas été terminées. Il n'y a pas 2 déchirures des ligaments croisés et une clavicule? Il y a un moment... Oui, il fait pas semblant, lui, on va dire. Ça va devenir Robocop. C'est sûr que ouais. Maintenant les ruptures de ligaments, c'est de la gnognotte. Ça se répare, une petite injection, puis c'est terminé. Oui, 2 quand t'es quarterback double menace, ça va commencer à se voir quand même. Au bout d'un moment, Cam Newton, il avançait moins bien. Donc, c'est vrai. Bon. Même en étant un peu plus jeune, on lui souhaite à Michael Penix, encore une fois, il y a un talent indéniable, mais c'est vrai que là, en l'occurrence, malgré les bonnes cibles, mais même si tu disais, en effet, il y a potentiellement un quarterback backup décent derrière pour prendre la suite. C'est vrai que c'est peut-être pas la même chose si c'est lui quand même l'équipe, ou enfin en tout cas on voyait quand même pas le même visage, même avec un Peyton Ramsey par exemple qui avant de partir du côté de Northwestern était assez satisfaisant. On voyait pas quand même le même visage avec et sans Penix. Tout à fait. Mais les bases d'Indiana, voilà, je pense qu'elles vont avant tout rester défensives. C'est vrai qu'ils perdent les 2 Johnson, notamment Jerome sur la ligne et Jamar sur le dernier rideau. Mais il y a quand même une belle escouade de DB, symbolisée forcément par Tiawan Mullen, dont on va sûrement reparler d'ici le printemps prochain. Mais en tout cas, oui, il y a Micah McFadden que j'oublie pas sur le poste de linebacker. Mais c'est vrai qu'il va falloir avant tout s'appuyer sur des... Je pense que c'est une équipe qui va mettre beaucoup les barbelés, notamment sur certains matchs de Big Ten. Et après, il faudra voir si en effet est-ce que ça va tenir. Ça arrive à prendre, ouais. Calendrier pas évident, Ils se sont mis Cincinnati en match hors conférence, c'est un gros match quand même. Ils se déplacent à Iowa et Purdue en match crossover, et on rappelle qu'ils font quand même partie de la division Est, qui est quand même assez blindée, avec Penn State, avec Michigan, avec Ohio State, avec Michigan State. Donc ils ont bénéficié de l'effet de surprise l'an dernier. Ce sera à mon avis pas le cas en 2021.
comment est-ce que Tom Allen va gérer cette nouvelle réalité pour les Hoosiers? Ça, c'est un gros point d'interrogation. Moi, je les avais pas mis dans le top 25, si je me souviens. Mais j'assume notre classement, j'assume leur place de numéro 20. Ah, s'ils sont 20e, ça laisse présager le fait que d'autres les ont vus un peu plus haut. Tout à fait. Voilà. On passe au 19e à présent, et on va faire une petite parenthèse sur notre équipe 19e, équipe de la Pac-12, donc classée devant Washington, les Arizona State Sun Devils, qui notamment depuis la prise de fonction de Herm Edwards, montrent de très bonnes choses. On va développer rapidement. Juste un petit mot forcément sur la situation qui concerne actuellement le programme d'Arizona State, Morgan, avec une enquête qui est en cours. Comme toujours, sur en gros des histoires d'avantages en liquide. Irrégularité dans le processus de recrutement. L'idée, c'est que voilà, il y a ce qu'on appelle une dead period, donc une période morte pendant laquelle les universités ne peuvent pas recevoir de potentiels prospects lycéens sur le campus. Il semblerait que Arizona State n'ait pas respecté ce règlement et donc ait accueilli un certain nombre de lycéens sur le campus alors qu'ils n'étaient pas autorisés. Et puis pire que ça, ils ont été généreux, on va dire. Ils ont été généreux. Oui, il y a des histoires de défraiement de joueurs pour des visites non officielles, je crois. Exactement. Donc là, ils ont remboursé les déplacements, ils ont payé les repas, ils ont payé un certain nombre de choses. On ne sait probablement pas tout. Il y a une enquête en cours. Ce qui est un petit peu, voilà, ce qui dérange encore un petit peu plus avec Arizona State, c'est qu'il semblerait que l'administration aura été au courant assez tôt finalement, et puis alors qu'ils ont le devoir lorsque ça arrive, d'être très transparent avec les NCAA. D'ailleurs, souvent pour défendre un dossier, c'est plutôt à son avantage lorsqu'on est celui qui dénonce plutôt que se faire prendre la main dans le pot de confiture, comme on dit. Et là, c'est pas, voilà, là ils étaient au courant, ils étaient pas au courant, c'est pas trop. Il y a une zone d'ombre, et ça. Il y a un rôle un peu obscur d'Antonio Pierce d'ailleurs, hein, qui est un peu dans le coaching staff, recrutement. C'est ça. Voilà, il gère un peu tout et visiblement il fait un peu plaque centrale de l'histoire, quoi. Et qui a été promu coordinateur défensif d'ailleurs. Hein. Oui, donc, c'est pour ça, ouais. J'avais un doute sur sa fonction. Mais... Donc voilà, les conséquences, on les connaît pas trop, ça sent pas bon. Ça sent pas bon et généralement c'est la privation de ball game qui attend, à mon avis, les Sun Devils. Ce qui est dommage parce que c'est une équipe qui, est plutôt en ascension. Ah bah en tout cas oui, sur le papier c'est une équipe qui a de la gueule, si je peux me permettre l'expression. C'est vrai qu'en l'occurrence, alors Antonio Pierce, j'en parlais, deuxième saison en tant que coordinateur défensif. L'année passée, forcément, ils ont fait partie de cette Pac-12 un petit peu funky, on va dire. Voilà, au calendrier un petit peu farfelu. 4 matchs, je sais pas si c'est pas ceux qui ont joué le plus petit nombre de matchs dans toutes les équipes du Power 5. Avec les nombreux repas en cascade. Oui, c'est vrai que Washington était à 3, hein, tu me diras, mais en l'occurrence, il a fallu batailler jusqu'au bout pour Arizona State pour jouer ces rencontres. Et puis c'était des matchs où il fallait batailler jusqu'au bout aussi, hein, parce que tu penses au 77 contre Arizona? Alors pas le 77 face à Arizona, mais par contre ils ont eu des matchs face à USC et qui ont été voilà, le match face à USC. Oui, le fameux catch d'Amon-Ra St. Brown notamment. Qui menait de 13 points à 2 minutes de la fin, c'est ça, si je me rappelle bien, ou quelque chose comme ça. Semble, ouais. Ils se font battre. C'est ça. Donc en tout cas, il y a des armes qui sont identifiées, hein, du côté de cette équipe d'Arizona State. Forcément, on suivra avec attention ce que va donner le quarterback Jaden Daniels, qui ces 2 dernières années a quand même montré qu'il était capable d'emmener cette formation, de lui permettre en tout cas de jouer les premiers rôles dans cette Pac-12. On a de très jeunes et de très prometteurs running back. Oui. Je pense à Chip Trayanum et surtout Rashad White, qui a montré une polyvalence assez folle l'année passée et qui sera surveillé comme le lait sur le feu par les excellentes défenses aériennes de la Pac-12, notamment. Hein. Je parle de la défense aérienne, mais de la défense tout court. Et puis après, voilà, il faudra voir en effet. Défensivement, je trouve qu'il y a une certaine homogénéité. Symbolisé notamment par un backfield intéressant, des Chase Lucas, des Jack Jones, des T. Marcus Davis. Voilà, toute cette ossature qui fait que, en effet, de par ce qui est mis en place sur le terrain par Herm Edwards,
ça peut avoir de la cohérence et ça peut être un gros candidat, encore une fois, à potentiellement une finale de conférence Pac-12. Tout à fait, il faudra... voilà, ils ont perdu... Il y a quand même un joueur qu'ils ont perdu qui était quand même très précieux dans l'attaque l'an dernier, c'était Frank Darby, au poste de receveur. Là, je vois pas de go-to guy, comme on dit, au poste de receveur. Ça va être un point d'interrogation. Puis surtout, c'est défensivement, il va falloir step up, comme on dit, en fin de match, parce que et face à USC, ils se sont fait remonter, et face à UCLA aussi, ils s'étaient fait remonter en toute fin de match. Ils ont du mal à... Voilà, fermer les matchs, à remporter, à faire le gros, le gros jeu, le gros big play, gros jeu défensif pour s'assurer la victoire. Que parfois l'attaque, voilà, que l'attaque est capable d'aller chercher. Est capable d'aller chercher exactement. Donc pour moi c'est un gros point d'interrogation. Est-ce que ça trahit peut-être un problème mental de cette équipe? Ça c'est à voir. Je serais pas aussi affirmatif, mais il faut quand même, voilà, il faut step up en fin de match défensivement, sinon c'est une équipe qui va rester aux portes du paradis, on va dire, parce que effectivement c'est une équipe qui objectivement, par rapport à ce qu'ils ont montré, même sur un échantillon de 4 matchs l'an dernier, c'est une équipe qui peut prétendre à jouer les rôles majeurs dans la division sud, qui est encore très ouverte, quoi. Bah, surtout que oui, c'est pas l'expérience qui manque a priori dans le coaching staff, hein, parce que bon, on a parlé d'Herm Edwards, Antonio Pierce en effet. Le coordinateur défensif, on rappelle qu'il y a quand même Marvin Lewis, assistant head coach, donc bon, en l'occurrence il y a quand même de quoi éventuellement mettre un petit peu de solidité dans les têtes pour des joueurs de cet âge-là, donc ça peut encore une fois être une équipe à surveiller. Il faudra voir encore une fois ce que va donner la fameuse enquête, mais bon, ça ce sera après pour la suite. Il y a quelques joueurs de talent que j'ai pas cités, Merlin Robertson par exemple sur le poste de linebacker, ça peut être un joueur à surveiller notamment dans l'optique de la draft, mais ça on aura le temps de développer au niveau de la preview. Pac-12, Arizona State en tout cas 19e de notre top 25. On s'intéresse désormais au 18e, Morgan. Pour les 2 prochains, d'ailleurs, on va prendre la direction de la Big Ten. Le 18e, c'est une équipe qui est un peu plus en retrait par rapport à ce qu'on pouvait connaître ces dernières années. Mais la question, c'est de savoir s'il recule pour mieux sauter. Que doit-on attendre des Wisconsin Badgers, classé numéro 18e? Personnellement, je suis plus de ceux qui pensent que c'est une équipe qui peut rebondir assez haut, finalement. 7e saison de Paul Chryst, c'est vrai qu'un bilan de 4-3 l'an passé. Ils ont bien terminé avec une victoire face à Wake Forest lors du Duke's Mayo Bowl. Ils ont même profité pour brutaliser le trophée, tu t'en souviens? Oui, grâce à Golden Graham. Grâce à Golden Graham. Voilà, c'est sûr qu'une saison 2020 qui est tellement chaotique que j'ai même pas trop envie de m'y attarder. On peut quand même regarder ce qui s'est passé. C'est vrai que 2 premiers matchs plutôt fantastiques. Souviens-toi, face à Illinois, la démonstration de Graham Mertz. Derrière, ils ont été tapés Michigan violemment. Puis derrière, il y a eu éclosion de cas de Covid au sein du programme et ça a fait pchit. 3 défaites, ils ont même pas réussi 10 points à chaque fois. On sentait vraiment un programme qui était sans énergie. Probablement, on se souvient que le protocole Covid l'automne dernier, pas d'entraînement en groupe. Voilà, on sentait qu'il y avait une équipe qui s'est complètement désunie. Malgré tout, il y a une certaine stabilité. Paul Chryst, 7e saison. Le coordinateur défensif Jim Leonhard est toujours présent et la recette reste toujours la même. Ça va être une équipe très dure défensivement, un secteur défensif qui va être très solide, une ligne de linebacker qui fait peur, je trouve. Jackson Bourne est de retour, Nick Herbig, Léo Chenal, ce sont vraiment des gros frappeurs typiques dans la tradition des Badgers. Kinu Benton, qu'on dit que c'est qui au poste de defensive tackle, c'est un rock à l'intérieur. Ça peut être une des révélations de la saison aussi. Le pass rush devrait être meilleur. Ça a été terrible l'an dernier, le pass rush. Mais encore une fois, j'ai du mal à m'attarder trop sur cette saison 2020. Mais statistiquement, ça a été horrible. Par rapport à eux qui tournaient généralement entre 3,5 et 4 sacs par saison. L'année dernière, c'était moins de 2. Il y a une ligne offensive qui reste ultra puissante. Je parle encore de la recette magique du côté des Badgers. Des gros solides gaillards avec notamment le true freshman 5 étoiles qu'on va peut-être voir dès cette année. Nolan Rucci, qui est vraiment un joueur qui était très 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 convoité, et un jeu au sol qui va être explosif. Jalen Berger, révélation de l'an dernier, qui a des allures un peu de DeMarco Murray, il y a peut-être un manque de profondeur à ce poste, mais je trouve que ça peut être une équipe très dangereuse. Et puis quand même, celui qui pourrait tout changer à Wisconsin, Graham Mertz. Écoute, on a vu un échantillon court l'année dernière de ce qu'il est capable de faire en tant que quarterback titulaire. Pour moi, c'est le meilleur quarterback de la conférence, en tout cas le plus doué assurément.
Et je trouve qu'il a quand même un groupe de receveurs qui sont toujours les mêmes. On a l'impression que c'est leur 15e saison à Wisconsin, mais on parle de Danny Davis, on parle de Kendrick Pryor, on parle du Titan Jake Ferguson. Si ça prend bien, si on s'y retrouve une certaine chimie, ça peut être vraiment une équipe intéressante offensivement autant que défensivement. Alors là, je dresse un tableau plutôt idyllique, je suis d'accord, mais je vois ces Badgers plutôt une équipe armée pour reconquérir leur statut de numéro 1 de la division Ouest dans la Big Ten, et je suis plutôt enthousiaste. D'ailleurs, ils ont quand même participé à 4 finales lors des 5 dernières saisons. C'est assez rare qu'ils aient une traversée du désert. Ça a été le cas l'an dernier. Je les vois rebondir assez haut cette année. Oui, c'est ça, parce qu'après, c'est vrai qu'il y a 2 ans, bon, ils coiffent Minnesota au poteau, mais bon, ils ont quand même un peu souffert, notamment dans la deuxième partie de saison. L'année passée, tu le disais, il y a des circonstances atteignantes. Moi, très franchement, c'est sûr qu'il y a peu d'ingrédients qu'on ne retrouve pas souvent du côté de Wisconsin. Il y a des armes, tu les as identifiées, où on se dit, normalement, ça devrait suffire à permettre à Wisconsin d'être assez fringant cette année. Tu l'as dit, c'est vrai que le jeu à la passe, par exemple, un Danny Davis qui revient d'un opt-out, si je me trompe pas, va être assez intéressant. Tu parlais de Jalen Berger, c'est vrai que il manque peut-être encore ce top running back qu'on a du mal à avoir vraiment. C'est plus du comité, j'ai l'impression, ces dernières années du côté des Badgers, et c'est peut-être ça qui rend cette équipe peut-être un peu moins impressionnante à la course, en tout cas me concernant, de ma perspective. Peut-être en effet qu'avec un Jalen Berger un peu plus incisif encore cette année. Vas-y. Moi, je le vois plus comme on dit, un every down running back, c'est-à-dire vraiment un running back qui peut jouer sur les 3 downs. Moi aussi, donc, oui. C'est pour ça qu'il faudra voir, mais je pense que voilà, il était que freshman, parce qu'en l'occurrence, il irait. Ouais, tout à fait. Voilà, il sera redshirt freshman cette année, donc faudra voir très clairement ce qu'il peut apporter, mais. Voilà, on va dire que l'année dernière, la jeunesse de Graham Mertz, plus la jeunesse de Jalen Berger, plus les situations liées à tout ce que tu expliquais, la complexité des entraînements, etc., forcément, offensivement, ça n'a pas tourné dans le bon sens pour Wisconsin. C'est possible que cette année, en effet, les voyants soient un peu plus au vert, surtout qu'au niveau de la ligne, ils continuent de garder un groupe très expérimenté. On a toujours Logan Brown, ancienne grosse recrue, qui est simplement backup dans cette escouade-là, donc c'est dire le niveau global. Après, voilà, tu l'as dit, globalement, la défense, il y a des joueurs cadres qui reviennent. Jackson Bond, par exemple, sur le milieu, donc voilà, je ne vais pas tous les reciter. Mais en effet, il y a une cohésion globale qui peut permettre, en effet, de remettre la main sur cette division et de damer le pion, en effet, à Northwestern. Et peut-être à une autre équipe dont on va parler maintenant. Et peut-être à une autre équipe, en effet, de la même division, classée numéro 17, les Iowa Hawkeyes. Alors, Iowa, c'est une équipe dont on a un petit peu de mal également à se figurer un petit peu le niveau global ces dernières années. Là, en l'occurrence, en 2020, ils ont terminé en trombe. Je pense qu'ils ont beaucoup regretté, notamment les 2 premières semaines de compétition, mais c'est assez fréquent d'ailleurs du côté d'Iowa, les ratés d'ouverture. On se rappelle il y a quelques années leur défaite à domicile contre North Dakota State par exemple. Là en l'occurrence l'an passé c'est une défaite à Purdue et une défaite d'1 point à domicile contre Northwestern, futur lauréat, et qui a fini avec une victoire d'écart sur les Hawkeyes. Donc la finale de conférence était sans doute pas bien loin pour les joueurs de Kirk Ferentz. Là aussi, on va pas faire très original, des ingrédients qui devraient être sensiblement les mêmes, avec notamment des lignes assez armées, même s'il va y avoir quand même un renouvellement assez important. On sait que sur la D-line, par exemple, on va perdre Chauncey Golston et Devion Nixon, qui était la principale révélation, notamment du côté du programme l'an passé. Ça n'empêchera pas d'avoir quelques jeunes joueurs assez intrigants, comme un Zach Van Valkenburg. Je savais que j'allais me prendre les pieds dans le tapis. Et puis derrière, en effet, des joueurs qui se sont révélés, on va dire, devant le fait accompli l'an passé. Je pense au duo Benson Campbell sur le poste de linebacker. Je pense notamment à Jack Corner sur le poste de safety. Défensivement, je pense qu'il va y avoir une ossature assez intéressante. En attaque, en effet, ils perdent par exemple un Alaric Jackson sur le poste de tackle, mais on a toujours un Tyler Linderbaum qui devrait être un des tout meilleurs centres cette année. Et la principale problématique à mon sens, parce qu'il y a un top running back qui est Tyler Goodson, c'est de savoir comment Spencer Petras va être capable de se connecter avec ses cibles, sachant que là aussi il y a eu beaucoup de départs, notamment Izmir Spears-Marset qui était la
la principale soupape de sécurité ces dernières années. Il va falloir réussir à intégrer ce jeu aérien qui est pas toujours le principal fait d'armes des attaques d'Iowa, mais qui peut permettre en tout cas d'offrir une certaine alternance et du coup de conserver la carburation qui était celle des Hawkeyes l'an passé, parce que là en l'occurrence, si on regarde les 6 dernières sorties de la saison qui leur permettent de finir avec une fiche de 6-2, c'est au moins 26 points marqués à chaque rencontre et une moyenne de 30-35 points par match. Tout à fait, t'as tout dit. C'est vrai que sans ces 2 premiers matchs qu'ils ont perdu finalement sur un total combiné de 5 points, hein, simplement. 4 points à Purdue et 1 point donc, face à Northwestern, c'est une équipe qui aurait pu finir invaincue et aller jouer la finale de conférence Big Ten. Je suis d'accord avec toi, voilà, c'est sûr que Spencer Petras, il a progressé, mais j'ai encore quelques doutes. Hein, j'ai encore quelques doutes à son sujet. C'est sûr qu'ils vont tourner beaucoup au sol avec Tyler Goodson, grosse défense également. Donc voilà, l'identité on la connaît du côté d'Iowa. On sait aussi que avec Kirk Ferentz, il a une capacité d'adaptation. C'est vrai qu'il est capable de provoquer des match-ups à son avantage dans les matchs, qui est assez étonnant. C'est pour ça que parfois sur certains matchs, on va avoir un joueur qu'on n'avait pas attendu, mais parce qu'il avait identifié un match-up particulier, c'est un joueur qui va exploser complètement avec 150 yards sur réception ou 220 yards au sol, alors qu'on l'avait pas vu venir. On le pensait comme un backup, mais voilà, il voit des choses chez les joueurs qui peuvent prendre l'avantage sur des éléments défensifs adverses. Donc ça, c'est vraiment intéressant de côté de Kirk Ferentz. C'est essentiellement la présence de Kirk Ferentz qui, moi, me fait être très confiant de voir cette équipe dans le top 25. Kirk Ferentz qui coachait le siècle dernier quand même, hein. avec les Hawkeyes, puisqu'il est arrivé en 99. Donc ça, c'est assez étonnant aussi. Voilà, il y a une certaine stabilité dans ce programme-là qui me rend confiant, et on va voir les éléments que tu as bien décrits dans la recette des Hawkeyes cette année encore. Il y aura sévère. Ouais, une belle lutte entre Iowa et Wisconsin, à mon avis, tout au long de la saison dans la Big Ten West. Ça te paraît sévère d'emblée de voir Iowa devant Wisconsin dans ce top 25 ? Personnellement, j'aurais placé Wisconsin devant Iowa, mais ça me choque absolument pas. On parle de 17-18 ou inversement. Donc, voilà. Oui, ça va jouer dans un mouchoir de poche de toute façon, à première vue, comme c'est le cas d'ailleurs de ces dernières années du côté des deux protagonistes. On en vient, parce que là en l'occurrence je vais avoir besoin de ton avis, au numéro 16 de ce top 25 qui va clôturer cette première partie de podcast. On n'est pas d'accord du tout. Ah mais là c'est un désaccord comme on en a rarement eu tous les deux, je crois. Mais alors je vais mettre dans la confidence. Donc on a fait les classements notamment avec Loïc Baruteux, rédacteur du site. On classe ce programme à des endroits stratégiquement différents, en tout cas diamétralement différents. Et très franchement, l'écart est assez monstrueux, puisqu'ils sont respectivement classés numéro 7, numéro 17 et hors du top 25. Et ils finissent donc au milieu. C'est ce que je disais tout à l'heure. Pourtant, c'est une équipe qui s'en est pas trop mal sortie ces dernières années, qui a décroché un titre national il n'y a pas si longtemps que ça. Dis-nous, Morgan, ce que tu trouves au numéro 16, les LSU Tigers. Qu'est-ce qui les amène à être pour toi dans ce top 25 et du coup à être très bien classés, puisqu'ils sont 16e d'un point de vue consensuel, mais du coup ils étaient 7e dans ton board personnel. Ouais. Pour moi, c'est une équipe extrêmement talentueuse, athlétiquement d'abord. C'est vraiment là, à tous les postes, sur toutes les lignes, dans tous les secteurs, ce sont des joueurs qui sont extrêmement impressionnants athlétiquement, physiquement. Ça, dans la ACC, ça va déjà être un gros avantage. Un talent brut qui doit être développé et qui probablement était extrêmement mal coaché l'an dernier. Particulièrement Bo Pelini en défense. L'expérience Bo Pelini, le retour de Bo Pelini au poste de coordinateur défensif du côté des LSU, ça a été une catastrophe. Écoute, 492 yards accordés par match, 124. Les chiffres sont tellement incroyables que c'en est risible et qu'on peut même pas y croire. Ce qui fait que je pense pas que ce soit un trend qui va continuer à s'établir longuement. C'était voilà un épiphénomène lié particulièrement au fait que cette équipe était extrêmement mal coachée. Ed Orgeron a pris le taureau par les cornes. Il a viré Bo Pelini, il a aussi viré Scott Linehan qui était le responsable du passing game. Steven Sminger, le coordinateur offensif, a pris sa retraite. Bon, si je suis un peu méchant, je vais dire on l'a peut-être incité à la prendre, sa retraite. Là, c'est un vent de jeunesse qui arrive du côté de LSU, un coaching staff complètement rajeuni autour de Ed Orgeron qui va sûrement être il va plus prendre de décisions que c'était le cas l'année dernière. Alors, c'est vraiment des coordinateurs, même
presque inexpérimentés. Jack Pids, ancien coach des running backs à Carolina, puis coordinateur des quarterbacks chez les Panthers l'année dernière. Darante Jones, c'est le coach des DB à Minnesota. On va dire, mais qu'est-ce que c'est que cette affaire? Mais voilà, ils sont prêts pour le combat, ces deux-là. Ils ont été pris pour leur personnalité plus que pour leur background et leur expérience. Et je pense vraiment, moi j'ai une vraie confiance sur le coach, pas uniquement d'Ed Orgeron, mais sur le programme à avoir identifié voilà, les éléments dans le coaching staff qui vont les aider à faire exploser ce groupe qui a un talent indéniable. En tout cas, c'est mon analyse. Elle peut être contredite, mais voilà, moi j'ai la quarterback room, elle manque pas de talent. Miles Brennan est de retour après sa blessure. Il y a Mac Johnson, donc le fils de Brad Johnson, dont on a parlé tous les deux dans un Rival Day il n'y a pas si longtemps que ça. Il est de retour et il avait été plutôt convaincant dans la victoire face à Florida, Mac Johnson. Donc, et attention, il y a un Tiger Stadium qui a pleine capacité. Elles vont retrouver l'avantage indéniable de l'enfer de Death Valley. Ça va aussi jouer, ça joue aussi dans l'évaluation que j'en fais. Puis voilà, pour moi, c'est un effectif qui est bourré de talent. Keishon Boutte au poste de receveur, Derek Stingley au poste de cornerback. C'est vrai que la O-line a été chahutée l'an dernier, mais quand même, il y a du talent de retour, 4 titulaires de retour. J'aime aussi le Tyron Davis-Price au poste de running back. C'est sûr que défensivement, ils vont être solides. Je pense qu'ils vont être solides à l'intérieur. Et Glenn Logan est de retour, Neil Farrell aussi. Mike Jones arrive de Clemson pour un peu stabiliser le second rideau. Puis un super tandem de cornerback avec Derek Stingley et Eli Ricks. La profondeur, on peut s'interroger, mais pour moi, par contre, il y a trop de talents recrutés dernièrement. Pour moi, c'est vraiment LSU. Ils ont recruté pas si loin que ça de Alabama, de Georgia et de Texas A&M ces dernières années. Il y a une quantité de joueurs dont les noms ne sont pas forcément connus encore aujourd'hui, mais qui demandent qu'à être connus. Et c'est pour cette raison que je suis quand même assez optimiste. Probablement pas pour jouer les playoffs, mais ils vont être des prétendants dans la SEC West assez tardivement dans la saison. Et ça peut être intéressant. Premier match à UCLA, tu sais d'ailleurs que c'est la première fois de l'histoire que d'abord ces deux équipes se rencontrent. UCLA et LSU, il n'y a jamais eu de match entre les deux équipes, c'est assez étonnant. Et c'est le premier déplacement d'LSU au Rose Bowl de Pasadena. Donc c'est assez étonnant aussi. D'accord, très bien. Bah écoute, alors, pour LSU, parce qu'en l'occurrence, il n'était pas dans mon top 25, moi je t'avoue que ce qui m'a incité à ne pas les mettre dedans, ce n'est clairement pas une remise en question du talent global de l'effectif. Tu l'as dit, il y a des super playmakers. Moi, Keishon Boutte, je l'ai dit depuis qu'il a été recruté à sa sortie d'high school, c'est un énorme talent et à mon avis, ça va être vraiment un receveur à surveiller, notamment dans l'optique de la NFL dans les prochains mois, s'il reste en forme, ce que je lui souhaite bien entendu. Ce qui m'embête un peu avec LSU, c'est un peu toujours la même chose avec Ed Orgeron. La personne est très, très sympathique, il n'y a pas de souci. Mais ça manque un peu de stabilité du côté de cette équipe de Louisiana State. Et le fait qu'il y ait des changements permanents de coaching staff, le fait qu'on ne sache pas clairement qui va être le quarterback, qui vont être vraiment les principaux pass rushers de cette équipe, qui va vraiment, enfin si la ligne va vraiment réussir à rebondir. Il y a une escouade de linebacker qui posait problème. Tu l'as dit, en effet, ils ont recruté Mike Jones. Il y a aussi Navon Textrange, je crois, qui arrive, une grosse recrue de junior college qui a marqué les esprits notamment au printemps. Ouais. Donc ça, à la limite, je suis d'accord avec toi, ça peut être rectifié. Derrière Keishon Boutte, qui concrètement tu vas avoir. Il y a toujours eu des super athlètes receveurs. Il y a un Jared Jenkins qui a montré des bonnes choses l'an passé. Je suis d'accord avec toi. Mais c'est vrai que il y a une escouade de running back qui n'a pas suffisamment performé l'an passé. Alors on peut espérer qu'avec Jack Pitts, qui s'occupait notamment des coureurs en NFL, ça va peut-être donner un peu plus voix au chapitre à Davis Price et à John Emery notamment. Mais c'est vrai que, encore une fois, moi, je prends un petit peu de recul, je regarde, je fais, mais il y a du talent partout, mais j'arrive pas à savoir si, en fait, c'est des petits groupes de chaque côté ou s'il peut vraiment y avoir une ossature suffisante pour réussir à faire de cette équipe-là une équipe aussi fringante. Alors, peut-être pas aussi fringante qu'en 2019, parce que là, en l'occurrence, ils étaient vraiment au-dessus du soleil, mais très clairement, une équipe, en effet, capable d'être un vrai candidat jusqu'au bout pour une bonne place dans la conférence SEC. Ça peut être un gros poil à gratter, mais j'avoue que pour définir mon top 25 en amont de la saison, j'ai un peu de mal à me positionner et à savoir vraiment où les mettre.
parce que pour moi, en effet, il y a beaucoup d'interrogations sur des postes clés et avec un coaching staff qui va peut-être avoir besoin d'un minimum de temps pour installer certaines choses et justement réparer ce qui avait été mal mis en place par Bo Pellegrini, notamment si on prend l'exemple de la défense l'année dernière. Donc après, il faudra voir. Et puis, il y a des cadres qui restent assez fragiles. Tu parlais par exemple des linemen défensifs intérieurs. Il y en a pas mal qui restent assez fragiles ces dernières années. Donc voilà, c'est encore une fois, je comprends le désaccord et je te rejoins totalement sur la question du fait que LSU peut être numéro 7 parce que voilà, de ce qu'on en a vu et de ce qui peut être en tout cas proposé par l'équipe, c'est extrêmement séduisant. Mais voilà, moi j'avoue, au premier abord, ça m'a un petit peu voilà, fait un petit peu reculer, un petit peu toquer, et c'est vrai que c'est pour ça que je les ai entre guillemets sanctionnés. Mais bon, ça a été réparé en tout cas par Loïc, qui a été d'un consensus parfait entre nous deux. C'est à mettre à son crédit. Ça va être intéressant à suivre cette saison de LSU. Tout à fait, ouais. Là, en tout cas, ils vont vite nous départager, si je peux parler ainsi, surtout en effet avec un match contre UCLA, où on va le dire tout de suite, UCLA n'est pas dans le top 25, mais ça peut être une équipe sympatoche à suivre quand même. Attention, c'est peut-être vu ce qui est mis en place, mais ça on aura l'occasion d'y revenir lors des previews, notamment de début de saison. On va vite savoir de quel bois se chauffe LSU lors de ce déplacement du côté de la Californie. Je te remercie en tout cas, Morgan, d'avoir été en ma compagnie, et on se retrouve très rapidement pour un nouveau podcast consacré donc au reste du top 25, le top 15 notamment. On fera la lumière donc sur les principaux favoris, les têtes de gondole de cette saison 2021 à suivre. D'ici là, passez une très bonne journée, une très bonne semaine avec plein de rencontres NCAA au programme. Salut à tous. Salut à tous.